Tu es au beau milieu de l'océan. Il est infini, mais tu ne peux pas le voir parce qu'il y a un épais brouillard tout autour de toi. Des nuages denses cachent un soleil énorme mais terne. Est-ce le jour ou la nuit? Tu ne sais pas. Tout n'est que brume grise autour de toi. Tu es seul. Même si tu essayes de plonger, au bout de plusieurs heures, tu ne verras toujours pas le fond de l'océan. Car tu es sur une planète aquatique. Ça a l'air assez étrange, mais ces mondes d'eau sont plus intéressants qu'il n'y paraît. Alors, jetons-y un coup d'œil. Une planète océan est une planète qui se compose, comme tu l'as sans doute deviné, principalement d'eau, de glace et peut-être de quelques roches. Pense aux océans de la Terre, leur sombre profondeur, la fosse des Mariannes, les créatures mystérieuses. Et maintenant, peux-tu deviner combien d'espace occupe toute l'eau sur Terre par rapport au volume total de notre planète? Seulement 0,025%. Maintenant, essaye d'imaginer un monde composé de 40 à 60% d'eau. Si tu y plonges, la profondeur peut dépasser les 100 km. Comparé à cela, la profondeur de 10 km de notre fosse des Mariannes n'a pas l'air si impressionnante. La pression y sera énorme. Elle peut atteindre jusqu'à 20 000 fois celle de l'atmosphère terrestre. Cela peut sembler effrayant, mais ce serait quand même génial d'en savoir un peu plus sur ces planètes. Heureusement, d'après les calculs des scientifiques, il pourrait y avoir beaucoup de planètes de ce type rien que dans notre galaxie. Pas besoin d'aller bien loin. Tu peux trouver ces mondes d'eau à l'intérieur même de notre système solaire. Ce ne seront pas des planètes, bien sûr, mais des lunes. Jupiter a Ganymède et Callisto, et Saturne a Titan et Encelade. L'océan peut atteindre jusqu'à 30% de la masse de ces lunes. On ne sait pas encore si ces océans sont recouverts d'une épaisse croûte de glace. Mais on a découvert un bon nombre de planètes océans à part entière. Cela s'explique par le fait que les conditions dans lesquelles ces planètes peuvent exister sont très spécifiques. Par exemple, la planète doit être 6 à 8 fois plus grande que la Terre. Si elle est plus petite, elle aura une surface rocheuse. Et si elle est plus grosse, elle se transformera en géante gazeuse. En même temps, elle doit se trouver dans la zone habitable de son étoile. Un peu plus loin, et la planète se transforme immédiatement en une géante glacée ou en une super terre froide. Bref, ces planètes sont très exigeantes. On a commencé à les explorer dans les années 1970. Mais depuis, on n'en a trouvé que quelques-unes. Quoi qu'il en soit, elles sont toujours très intéressantes. La première est Gliese 1214b. C'est la toute première planète océan que nous avons découverte. Au départ, les scientifiques n'ont remarqué qu'un petit point lumineux. Ce point s'est avéré être l'étoile naine rouge Gliese 1214. Une étoile tout à fait ordinaire, 5 fois plus petite que notre Soleil et 300 fois plus terne. Les scientifiques l'ignoraient plus ou moins, mais en 2019, ils ont remarqué que cette étoile possédait une seule planète. Et cette planète s'est avérée être assez étrange. Cette super-Terre est 2,5 fois plus grande que notre Terre et 6,5 fois plus lourde. Mais en même temps, elle a une très faible densité et à peu près la même gravité que notre planète. En d'autres termes, il n'y a presque pas de roches et de métaux sur cette planète. Mais ce n'est pas non plus une géante gazeuse. Il ne reste donc qu'une seule option. Elle est recouverte d'eau et de glace. Et c'est ainsi qu'on a découvert la première planète océanique. En fait, on suppose seulement qu'elle est composée d'eau. C'est en tout cas ce que disent les calculs mathématiques. En réalité, cette planète est assez déroutante. Elle est difficile à explorer et, jusqu'à présent, les scientifiques n'ont rien pu y trouver. Pas d'hydrogène, pas d'hélium, pas d'eau. C'est parce que la couche extérieure de l'atmosphère de cette planète est très dense et qu'elle cache parfaitement sa composition. Malgré tout, c'est probablement un monde d'eau. Gliese 1214b est très proche de son étoile, à seulement 0,014 unités astronomiques de distance, ce qui est moins que la distance entre la Lune et nous. L'année y dure environ 36 heures, et les températures y sont tout simplement brûlantes. Les scientifiques suggèrent que la température moyenne là-bas peut atteindre 250 à 535 degrés Fahrenheit. Tu te souviens de notre description initiale d'une planète océan? En réalité, passer du temps sur Gliese 1214b serait un peu différent. Ce serait plutôt comme nager dans une chaudière à vapeur. À cause de ces températures insensées, l'océan à la surface est constamment dans un état proche de l'ébullition sans vraiment l'atteindre. Alors, imagine que tu descends à la surface de cette planète en volant à travers des nuages de vapeur. Et puis, tu te retrouves soudain dans l'eau. Mais quand cela s'est-il produit? Sur Gliese 1214b, la frontière entre la vapeur et l'eau est très floue.
Bien sûr, tu ne pourras pas nager jusqu'au fond de cet océan, mais il est fort probable que le fond soit recouvert d'une couche très épaisse de ce qu'on appelle la glace chaude. C'est comme de la glace ordinaire, mais elle ne se soucie pas vraiment des lois de la physique. Alors, elle ne fond pas, même à des températures très élevées. Et l'épaisseur de cette glace peut atteindre jusqu'à 5000 km. C'est tout pour l'effrayante Gliese 1214b. Maintenant, même si on ne peut pas garantir à 100% qu'il s'agit d'un monde aquatique, nous avons un autre candidat pour ce titre. Il s'agit d'une planète récemment découverte appelée TOI 1452b. Située dans la constellation du Dragon, elle se trouve à près de 100 années-lumière de nous. Elle a été découverte à l'aide du télescope TESS par un groupe de chercheurs de l'Université de Montréal. Cette planète appartient également à la classe des super-Terres. Elle est 7 fois plus grande que notre planète, mais 48 fois plus lourde, avec toutefois une densité très faible. Pour cette raison, les scientifiques ont suggéré que la quasi-totalité de la planète est constituée d'un océan géant. Ici, on a un peu plus de chance. Ce monde ne sera pas seulement une flaque géante et de la glace épaisse. Sur cette planète, il y a probablement une surface rocheuse profondément enfouie sous l'eau, comme dans un océan typique. Mais ne t'emballe pas trop, cet océan sera certainement très différent de ce à quoi nous sommes habitués. TOI 1452b est aussi en orbite autour d'une petite naine rouge. Et pas seulement une, mais deux à la fois. Et si la planète précédente était proche de son Soleil, celle-ci, au contraire, en est très éloignée. Elle est 2,5 fois plus éloignée de ses étoiles que Pluton ne l'est du Soleil. Et elle se déplace à grande vitesse. Une année y dure seulement 11 jours. On ne sait pas encore grand-chose sur cette planète. On obtiendra probablement de nouvelles informations lorsque les scientifiques l'auront observée avec le télescope James Webb. Et maintenant, la question qui te brûle les lèvres. La vie peut-elle exister sur ce genre de planète ? C'est une question délicate. On sait tous que l'eau est synonyme de vie. D'autant plus que ces planètes se trouvent dans les zones habitables de leurs étoiles. Donc, potentiellement, oui, il peut y avoir de la vie. Pas des civilisations à part entière, bien sûr, mais pourquoi pas des bactéries, des poissons et quelques monstres géants et effrayants. En fait, c'est très peu probable. L'eau seule ne suffit pas à créer la vie, même si elle est très importante. Il doit aussi y avoir des micro-éléments et des minéraux. Et malheureusement, pour la plupart des planètes d'eau, elles ne sont constituées que d'eau et de glace très épaisse, mais pas de minéraux. Mais tout espoir n'est pas perdu. Il ne faut pas oublier les météorites et les comètes qui peuvent apporter les minéraux nécessaires à la planète. Plus elles s'y écrasent souvent, plus la probabilité est grande qu'elles apportent quelque chose comme ça dans l'océan et donc qu'elles créent la vie. Deuxièmement, TOI 1452b possède réellement ces minéraux. On ne sait pas à quelle profondeur se trouve le fond rocheux à cet endroit. Mais s'il existe, alors quelque chose a sûrement pu y naître. Espérons que de nouvelles recherches avec de puissants télescopes nous permettront de découvrir la vérité. Et qui sait, peut-être qu'un jour nous pourrons nous-mêmes visiter une telle planète. Cette planète est d'une légèreté comparable à celle de ce petit morceau de peluche accroché à votre pull. Dans le jargon scientifique, elle est désignée sous le nom de WASP 193b. Mais appelons-la la planète Barbe à Papa. Elle se trouve à environ 1200 années-lumière de notre système solaire. Bien que nous ne puissions jamais l'observer directement, les chercheurs affirment que la planète Barbe à Papa est essentiellement la cousine plus grande et plus rebondie de Jupiter, avec une masse supérieure de 50%. Sa densité extrêmement faible, associée à d'autres facteurs comme une température élevée et la luminosité infrarouge de son étoile haute, lui confère un caractère particulier. On peut avoir un gros plan, s'il vous plaît ? Merci. Observez à quel point elle semble duveteuse. Vous comprenez donc qu'il serait impossible de se tenir à sa surface. De toute façon, il est rare de croiser une planète telle que WASP 193b lors d'un événement astronomique. Ces planètes peuvent paraître duveteuses parce qu'elles sont chauffées par leur étoile mère, gonflant comme une guimauve ayant trop côtoyé le feu. Cependant, étant donné la proximité avec leur étoile et leur composition principalement faite d'un mélange hydrogène-hélium, elles ne conservent pas longtemps leur aspect duveteux. C'est comme essayer de tenir un ballon en plein ouragan. Les exoplanètes comme celle-ci, toutes moelleuses, sont plutôt rares, mais il existe aussi WASP 107b, qui semble tout aussi spongieuse. Celle-ci se situe à 200 années-lumière de nous,
et elle réside dans la constellation de la Vierge. D'un certain point de vue, on pourrait dire que cette planète imite la Terre. Elle contient de l'hélium et son atmosphère renferme du dioxyde de soufre. Bien qu'il y ait une certaine ressemblance, WASP 107b possède une densité plus comparable à celle d'une guimauve. Cela signifie que nous pouvons examiner son atmosphère plus aisément que nous ne le pourrions avec une planète plus massive, comme Jupiter. Les scientifiques ont été stupéfaits lorsqu'ils l'ont observé à travers le télescope spatial James Webb et sa caméra MIRI. Ils ont découvert des nuages constitués de silicates, ou autrement dit, de sable. Imaginez plutôt des châteaux de sable dans le ciel. Ces nuages de sable se trouvent dans la partie supérieure de l'atmosphère de WASP 107b, où la température est d'environ 500 degrés. Normalement, il faudrait 1000 degrés Celsius pour créer ce type de nuage, ce qui laisse les scientifiques perplexes. Comment ces particules de sable ont-elles pu atteindre une telle altitude? Il semblerait que WASP 107b possède son propre cycle de l'eau, mais avec des silicates brûlants au lieu d'H2O. Les particules de silicates sont transportées vers les niveaux supérieurs par un mécanisme cosmique, se refroidissent, se regroupent en nuages, puis retombent sous forme de bruine de silicates. Toutefois, personne ne se prépare à affronter ce genre de tempête de sable avec de la crème solaire. Voici maintenant la famille des planètes Kepler, située dans le système stellaire Kepler 51. Ce trio cosmique se trouve à environ 2400 années-lumière de nous. Bien qu'elles paraissent gigantesques, leur densité est comparable à celle de votre collation préférée. Encore une fois, il s'agit de barbe à papa. Les scientifiques ont analysé la composition de ces planètes aériennes. Ils pensent maintenant qu'il s'agit de vastes ballons de gaz constitués principalement d'hydrogène et d'hélium, avec une épaisse couche de brume de méthane. Il semble également que ces planètes pourraient être en train de subir une réduction de taille cosmique. Abordons maintenant une planète appelée Mascara 5b. Non, ce n'est pas un tube de maquillage trouvé dans le tiroir de votre mère. Les scientifiques affirment qu'il s'agit de l'une des planètes les plus chaudes jamais découvertes. Ils la qualifient de Jupiter surchauffé, exhibant une taille impressionnante, presque 2 fois supérieure à celle de Jupiter. La température du jour atteint environ 2700 degrés Celsius, tandis que celle de la nuit descend à 2300 degrés Celsius. Aucune forme de vie ne pourrait survivre dans de telles conditions. À vrai dire, c'est la deuxième température nocturne la plus élevée jamais enregistrée. Pour mettre cela en perspective, la température de la lave en fusion varie entre 700 et 1250 degrés Celsius. Ainsi, cette planète est bien plus chaude que de la roche en fusion. Sa température dépasse même le point de fusion de la plupart des métaux, qui est d'environ 2000 degrés Celsius. Les scientifiques affirment que la chaleur extrême de cette planète est comparable au gaz d'échappement d'un moteur de fusée. En 2005, une étoile célèbre nommée... Attendez. Est-ce un nom ou un numéro de téléphone? Peu importe. L'étoile HD 189733 a une sœur brûlante au nom très similaire puisqu'elle est désignée HD 189733b. Cette planète ressemble à un décor de film de science-fiction avec son apparence envoûtante de marbre bleu selon la NASA. Cette apparence serait due à une atmosphère saturée de nuages brumeux imprégnés de verre. La pluie y est constituée de précipitations de verre qui s'abattent en biais à cause des vents violents, soufflant à une vitesse de 8700 km/h. Et effectivement, elle mérite ce sobriquet de sœur brûlante. Les scientifiques ont mesuré les températures diurnes de ce monde cauchemardesque. Elles sont d'environ 930 degrés Celsius. Donc, lorsque la pluie tombe sur cette planète, il s'agit plutôt de verre en fusion que des averses d'eau habituelles. Saviez-vous que l'espace était envahi de guêpes? On parle bien sûr des planètes appelées WASP. Prenez WASP 76b par exemple. Cette planète ardente, semblable à Jupiter, est si extraordinaire qu'il y pleut du fer la nuit. Et le côté diurne n'est pas en reste, avec une température d'environ 2400 degrés Celsius. WASP 76b est peut-être légèrement plus petite que Jupiter, mais ne vous fiez pas à sa taille. Située à 640 années-lumière de la Terre, cette boule de feu possède un climat terrifiant dû à son orbite extrêmement resserrée. Voyez-vous, ces géantes gazeuses, surnommées Jupiter chaudes, apprécient la chaleur et se trouvent très près de leurs étoiles hôtes. Dans le cas de WASP 76b,
Elle est presque 10 fois plus proche de son étoile que Mercure ne l'est de notre Soleil. Cela laisse cette planète rebelle verrouillée par effet de marée, avec un côté baigné d'une lumière éternelle tandis que l'autre est plongé dans une obscurité perpétuelle. 55 Cancri E est un véritable joyau. C'est l'une des super-terres les plus fascinantes jamais observées. Les scientifiques pensèrent d'abord qu'elle était si riche en carbone que son cœur devait être orné de diamants, grâce à une pression extrême et une température brûlante de 2700 degrés Celsius. Mais les chercheurs ont tempéré cet engouement pour les diamants, révélant qu'il s'y trouvait en réalité moins de carbone que prévu. Après tout, les diamants ne sont pas aussi rares et chers qu'on le suppose, ils sont simplement commercialisés ainsi. Notre dernière destination aujourd'hui est Gigi 1214b, située à 40 années-lumière de la Terre. Cette planète est une version surdimensionnée de la Terre, presque 3 fois plus grande en diamètre et 7 fois plus massive. Elle orbite autour de son étoile naine rouge plus rapidement que vous ne pouvez finir une pizza, accomplissant une révolution complète en seulement 38 heures. Ce n'est pas seulement la taille ou l'orbite de cette planète qui la rend extraordinaire. Avec des températures avoisinant les 230 degrés, c'est aussi un endroit brûlant. Mais ce qui est vraiment incroyable, c'est que cette planète est pratiquement submergée par l'eau. Les températures extrêmes et les pressions énormes sur GJ 1214b créent des matériaux fascinants, comme la glace chaude et l'eau superfluide. La superfluidité se produit dans l'hélium liquide à des températures extrêmement basses. Sur Terre, l'eau ne peut pas devenir superfluide, car cela nécessite une température ridiculement basse et une pression hors norme. Et même si vous pouviez en produire, de toute façon, cela ne vous servirait pas à grand-chose. Vous finiriez simplement déshydraté. Pendant des milliers d'années, les hommes ne connaissaient que les planètes, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, qu'ils pouvaient observer à l'aide de simples télescopes ou même à l'œil nu si les conditions étaient réunies. Mais en 1781, un célèbre astronome, Sir William Herschel, a découvert une nouvelle planète de couleur bleu glacé. Au début, les gens ont cru qu'il s'agissait d'une étoile, mais par la suite, ils ont réalisé qu'il s'agissait d'une planète. Aujourd'hui, nous la connaissons sous le nom d'Uranus, une planète qui se trouve plus de 19 fois plus éloignée du Soleil que ne l'est la Terre. Elle est si loin qu'il lui faut 84 ans pour faire le tour du Soleil. Cet astronome a également découvert de nombreuses autres choses intéressantes dans l'espace, comme des étoiles doubles et des nébuleuses. Au milieu du 19e siècle, les savants ont remarqué que quelque chose tirait Uranus et modifiait étrangement son orbite. Ils ont pensé qu'il devait exister une autre planète dans l'espace, et ils ont fait appel aux mathématiques pour prédire où elle se trouverait. Finalement, ils ont découvert Neptune à l'aide d'un télescope en 1846. Elle était trop peu visible à l'œil nu en raison de son éloignement du Soleil. Tout cela était si excitant. Qui sait combien d'autres planètes pourraient se trouver là, tapis dans l'obscurité de notre propre système solaire. Au milieu du 19e siècle, des astronomes ont remarqué qu'il se passait quelque chose d'inhabituel dans le ciel. Une petite planète tellurique, nommée Mercure, se comportait de manière bien étrange. Elle ne suivait pas l'orbite prévisible que l'on attendait d'elle. L'un des astronomes se trouvait être un brillant scientifique français, Urbain Le Verrier. Il a émis une théorie selon laquelle il pourrait bien se trouver une autre planète dans notre système solaire que personne n'avait encore découverte, et elle serait située quelque part entre Mercure et le Soleil. Cette planète hypothétique, qu'il a baptisée Vulcain en référence au dieu romain de la forge, aurait une surface incroyablement chaude, et elle pourrait constituer une explication potentielle au comportement étrange de Mercure. Il n'a jamais vraiment prétendu que Vulcain était la seule chose capable de perturber l'orbite de Mercure. Mais excités par la possibilité de découvrir une nouvelle planète, les astronomes du monde entier se sont emparés de l'idée. Les gens se sont alors engagés dans une grande quête d'informations au sujet d'une planète qui n'existait pas. Certains savants ne pensaient pas qu'il était possible qu'ils aient pu manquer une autre planète aussi grande que Mercure. Il aurait été difficile de ne pas la remarquer jusqu'à ce moment. Mais il y existait une infime chance qu'une planète plus petite existe à l'intérieur de l'orbite de Mercure et qu'elle soit trop proche du Soleil pour que quiconque puisse la voir. Selon une théorie,
elle se trouverait à environ 13 millions de kilomètres du Soleil. Mercure est la planète dont l'orbite est la plus excentrique de notre système stellaire, mais le point le plus proche du Soleil est d'environ 28,5 millions de kilomètres. Vulcain se trouverait donc à moins de la moitié de cette distance. Si cette planète existait, elle orbiterait autour du Soleil tous les 19 jours et 17 heures, et sa trajectoire serait inclinée d'environ 12 degrés par rapport à celle des autres planètes de notre système solaire. La position de Vulcain, à son point le plus éloigné du Soleil, serait encore trop proche de celui-ci pour être vue à l'œil nu, même au crépuscule. La seule chance de voir Vulcain serait lors d'une éclipse solaire, ou lorsqu'elle passerait elle-même devant l'astre, ce qui, selon cette théorie, se produirait 2 à 4 fois par an. Selon cette même théorie, la mystérieuse planète était si proche du Soleil qu'elle ne pouvait être vue que lors d'une éclipse solaire totale, lorsque la Lune bloquait l'aveuglement du Soleil. Ainsi, à chaque éclipse, les astronomes scrutaient le Soleil dans l'espoir d'apercevoir Vulcain. Ils ont eu beau essayer, mais quoi qu'ils fassent, ils n'ont jamais pu trouver cette mystérieuse planète. Certains astronomes affirmaient à l'avoir repérée lors d'éclipses, mais personne n'a jamais pu le confirmer ou en apporter la preuve. La théorie de Vulcain a peu à peu sombré dans l'oubli. Einstein avait une autre idée en tête. Tu connais sa théorie de la relativité générale, n'est-ce pas? C'est là qu'il a affirmé que la gravité n'était pas une sorte de force naturelle, mais le résultat de la courbure de l'espace-temps, due à la présence de corps spatiaux supermassifs, comme les planètes et les étoiles. Les planètes tournent autour du Soleil, dans leur orbite habituelle, parce que l'espace-temps est courbé, ce qui signifie que les planètes tombent en quelque sorte vers l'étoile centrale de notre système solaire. Et Einstein a tenté d'expliquer l'orbite inhabituelle de Mercure, à l'aide de sa propre théorie de la relativité. Contrairement aux autres planètes de notre système solaire, l'orbite de Mercure n'était pas circulaire. Au lieu de cela, elle semblait osciller légèrement, comme si une force invisible l'attirait. Selon Einstein, ce phénomène aurait pu être dû à la gravité colossale de notre Soleil qui courbe la fabrique de l'espace-temps autour de lui. Selon lui, il était possible que cela modifie légèrement l'orbite de Mercure. Il aura fallu un certain temps à la communauté scientifique pour éprouver cette théorie, mais elle s'est finalement imposée comme l'explication la plus plausible. Bien que la théorie d'Einstein ait fourni une explication plus élégante à l'étrange orbite de Mercure, certains scientifiques continuaient à croire en Vulcain. Il était d'autant plus difficile d'abandonner l'idée que Mercure est également la planète la plus difficile à observer d'où nous nous trouvons. Et par la suite, de plus en plus de chercheurs ont commencé à accepter la théorie d'Einstein en dépit de leurs convictions. Puis, ils ont attendu une éclipse solaire totale, afin de tester la théorie de la relativité d'Einstein, et non plus à cause de Vulcain. Vulcain n'est d'ailleurs pas la seule planète hypothétique dont tout le monde ait un jour parlé. Depuis l'ère moderne, certains estiment qu'une planète mystérieuse pourrait se tapir dans la partie extérieure de notre système solaire. Mais celle-ci a plus de chances d'exister. Personne ne l'a encore observée directement, mais des simulations informatiques montrent que cette prétendue planète 9 ou planète X se trouverait probablement quelque part au-delà de Neptune. Neptune et la planète X pourraient être de taille similaire. Cette dernière pourrait donc être 10 fois plus massive que la Terre et orbiter autour de notre Soleil en suivant une courbe elliptique, qui serait en moyenne 20 fois plus éloignée du Soleil que Neptune. Une année pourrait y durer entre 10 000 et 20 000 années terrestres. À titre de comparaison, une année sur Neptune dure 165 années terrestres. Un objet de cette taille, se déplaçant par-delà Neptune, pourrait expliquer les orbites étranges de certains objets dans la ceinture de Kuiper. Cette ceinture est la zone de notre système solaire qui se situe au-delà de Neptune et de son orbite. On y trouve très probablement de nombreux astéroïdes, des comètes et d'autres corps plus petits, principalement constitués de glace. Il existe une autre planète hypothétique, baptisée Nibiru. Tu te souviens de ces rumeurs de fin du monde en 2012 ? L'un des scénarios les plus populaires était celui de Nibiru qui, d'après certains, était censé frapper notre planète à la fin de l'année. Bien sûr, rien ne s'est produit, nous sommes toujours là, mais l'idée de Nibiru semblait intéressante. Ces histoires ont commencé en 1976, lorsqu'un homme du nom de Zecharia Sitchin a mentionné Nibiru dans son livre « La 12e planète », affirmant qu'elle orbitait autour du Soleil tous les 3600 ans. Mais il n'existe aucune chance qu'une planète avec une orbite aussi excentrique ne perturbe pas les autres planètes de notre système solaire avec sa propre gravité.
Et si elle s'approchait vraiment si près de la Terre en 2012, nous étions censés pouvoir la distinguer à l'œil nu. Des calculs simples ont montré que Nibiru aurait été presque aussi brillante que Mars dans sa plus faible luminosité, et plus brillante que les étoiles les plus faibles que l'on puisse observer en ville. Peut-être aurons-nous plus de chance dans les 3500 ans à venir. En 2011, une comète du nom d'Helena est apparue, et dont beaucoup ont pensé qu'elle pouvait être la fameuse Nibiru. Mais lorsqu'on observe les comètes et les planètes au télescope, on s'aperçoit qu'elles ont une apparence différente. La comète possède une chevelure, qui est une atmosphère gazeuse, ainsi qu'une queue, ce dont une planète est dépourvue. De plus, cette comète n'a pas percuté la Terre. Elle s'est approchée trop près de notre Soleil, puis s'est désintégrée. Les débris restants continueront à se déplacer vers le système solaire externe pendant les 12 000 prochaines années. Vous levez les yeux. Le ciel est sombre, apparemment sans vie. Mais bientôt, vous remarquez quelque chose qui n'était pas là il y a un instant. Une lumière étrange, presque invisible, illumine l'espace, obscur jusqu'alors. Il est trop tard pour fuir. Vous êtes à la fois chanceux et malchanceux. Vous venez d'être témoin de l'éveil d'un trou noir géant. Il sommeillait. Va-t-il vous engloutir et engloutir la planète? Il y a des trous noirs supermassifs, d'énormes objets spatiaux des millions de fois plus lourds que notre Soleil, au centre de la plupart des galaxies. Mais ils sont très difficiles à voir et à étudier. La plupart du temps, ils restent tranquilles et ne font pas grand-chose pendant super longtemps. Et c'était exactement ce que faisait ce trou noir gigantesque endormi au cœur d'une galaxie lointaine. Cette galaxie se trouve à 300 millions d'années-lumière de nous dans la constellation de la Vierge. Pendant de nombreuses années, ce trou noir ne faisait rien pour se faire remarquer. Il était calme et se reposait. Mais fin 2019, quelque chose d'étrange s'est produit. La galaxie est soudainement devenue beaucoup plus lumineuse. Elle a commencé à émettre de puissants rayons X, un phénomène que les scientifiques n'avaient pas observé auparavant à cet endroit. Cela a surpris les astronomes, qui ont donc commencé à l'observer de près. Après quelques années d'études, ils ont conclu que le trou noir s'était probablement réveillé et était devenu actif. Le centre de cette galaxie est vraiment lumineux. Cela pourrait signifier que notre trou noir attire de la matière et produit beaucoup d'énergie. Les astronomes ont même donné un surnom amusant à cet objet, Ansky. Et le plus fascinant dans tout ça, c'est que c'est la toute première fois que nous observons en temps réel l'éveil d'un trou noir supermassif. Les scientifiques de l'Observatoire européen austral en Allemagne ont été les premiers à remarquer qu'il y avait là quelque chose d'étrange. Ils ont utilisé des télescopes spatiaux sophistiqués, le Swift de la NASA et un autre appelé Erosita, pour rechercher des rayons X provenant d'Ansky. Au début, ils n'en ont pas vu. Puis, en février 2024, un autre groupe de scientifiques a remarqué quelque chose de nouveau. Des rafales de rayons X provenant du trou noir en question. Ces rafales n'étaient pas là par hasard. Elles se produisaient avec une régularité peu commune, presque comme une horloge. Ce type de clignotement porte un nom compliqué, éruption quasi-périodique, ou EQP si vous voulez faire court. C'est lorsqu'une rafale d'énergie illumine soudainement un trou noir, mais seulement pour une courte durée. Et c'est la première fois que quelqu'un voyait une EQP dans un trou noir qui se réveillait après avoir sommeillé pendant si longtemps. Ce type d'événement est très rare. Les scientifiques n'ont découvert le premier EQP qu'en 2019, et depuis, ils n'en ont observé qu'une poignée. Personne ne sait exactement pourquoi ils se produisent. Mais observer Ansky pourrait permettre aux scientifiques d'en apprendre davantage sur le comportement et la croissance des trous noirs. Parmi les instruments utilisés, il y avait le télescope spatial XMM Newton. C'est le seul capable de détecter la lumière de fond, qui est très faible entre les éclairs. En mesurant la diminution de luminosité du trou noir entre les éruptions, les experts ont pu déterminer la quantité d'énergie émise lors de chaque EQP. Vous savez peut-être que les trous noirs possèdent une gravité extrêmement forte qui attire tout ce qui s'approche de trop près, même les étoiles. Si une étoile est capturée, elle se voit étirée et déchirée. Les morceaux de l'étoile forment alors un anneau super chaud et lumineux qui tourne autour du trou noir. On appelle cet anneau le disque d'accrétion. Les scientifiques pensent que les flashs rapides de rayons X, les EQP, se produisent lorsqu'un objet tel une étoile ou petit trou noir interagit avec ce disque en rotation. Les EQP ont parfois été associés à la destruction des étoiles.
mais avec Ansky, il n'y a aucun signe de cela. Du coup, les scientifiques ont commencé à envisager d'autres causes. Peut-être le disque autour d'Ansky est-il composé de gaz que le trou noir a capturé dans son voisinage, et non d'une étoile déchirée? Peut-être que quelque chose de petit, comme une planète ou une étoile, traverse ce disque encore et encore, le perturbant et provoquant des flambées de rayons X à chaque passage. Ce qui rend Ansky vraiment spécial, c'est la taille et la puissance de ces sursauts. Selon un étudiant du MIT qui a travaillé sur ce projet, les sursauts de rayons X d'Ansky durent 10 fois plus longtemps et sont 10 fois plus lumineux que les EQP habituels. Chaque sursaut dégage 100 fois plus d'énergie que ceux que les scientifiques ont pu observer jusqu'à maintenant. Et le timing lui aussi est étrange. Ansky clignote environ tous les 4,5 jours. C'est le délai le plus long jamais observé entre des clignotements. Ces caractéristiques étranges poussent les scientifiques à repenser la façon dont les EQP se produisent et ce qui les provoque. Malheureusement, nous n'avons pas encore suffisamment de données pour en être sûrs. Les astronomes doivent observer davantage de ces événements pour tout bien comprendre. Vous vous demandez peut-être comment les scientifiques parviennent à détecter les trous noirs. Après tout, ils capturent tout, même la lumière. En effet, ces monstres de l'espace sont extrêmement difficiles à voir. Ils sont pratiquement invisibles. Mais les scientifiques observent ce qui se passe autour d'eux. Il peut s'agir de gaz et de poussière flottant quelque part dans l'espace. Le fait est que les trous noirs possèdent souvent autour d'eux un anneau tournant et lumineux de gaz et de poussière. Cet anneau devient extrêmement chaud et émet des rayons X et d'autres formes de lumière, et c'est ça que les télescopes peuvent détecter. Il peut aussi s'agir d'étoiles en mouvement. Les trous noirs massifs, comme celui qui repose au centre de notre galaxie, la Voie lactée, ont une gravité si forte qu'ils font orbiter des étoiles autour d'eux. Les scientifiques ont observé ces étoiles se déplacer d'une manière très particulière et ont prouvé qu'il y avait un trou noir géant caché là-bas. Cette découverte a été récompensée par un prix Nobel en 2020. Les chercheurs sont également à l'affût d'ondulations dans l'espace. En effet, lorsque des objets aussi grands que des trous noirs se déplacent ou entrent en collision, ils émettent des ondes gravitationnelles. Les scientifiques ont construit des instruments capables de détecter ces ondulations afin d'en apprendre davantage sur les trous noirs. Et enfin, il y a la déflexion de la lumière. Les trous noirs ont une gravité si intense qu'ils peuvent courber la lumière des étoiles, situées derrière eux, un peu comme une loupe cosmique. Cette astuce, appelée lentille gravitationnelle, permet aux scientifiques de trouver des trous noirs qui, autrement, resteraient invisibles. Vous devez garder à l'esprit que, contrairement à certains stéréotypes, les trous noirs ne sont pas des trous de verre, ces tunnels magiques qui vous emmènent d'un endroit à un autre de l'univers ou dans des mondes parallèles. Une fois à l'intérieur, il n'y a aucun moyen d'en sortir ou d'atteindre l'autre côté. Les trous noirs ne sont pas non plus les aspirateurs de l'espace. Ils ne se déplacent pas en avalant tout ce qui s'approche d'eux. Si vous vous tenez loin d'eux, leur gravité a le même effet que tout autre objet possédant la même masse. Le trou noir le plus proche de la Terre s'appelle Gaïa BH1. Il se trouve à environ 1500 années-lumière. Quant au trou noir le plus lointain que nous connaissons, il se trouve au centre d'une galaxie située à 13 milliards d'années-lumière. Le plus grand trou noir que nous ayons observé s'appelle TORN 618. Il est 66 milliards de fois plus lourd que le Soleil. Et le plus petit trou noir est seulement 3,8 fois plus lourd que notre Soleil et se trouve à côté d'une étoile. À propos, tous les trous noirs tournent, et tournent très rapidement. Le plus rapide tourne plus de 1000 fois par seconde. En outre, les grands trous noirs au centre des galaxies peuvent éjecter des particules à des vitesses extrêmement élevées, presque aussi rapides que la lumière. Lorsqu'un objet tombe dans un trou noir, il se voit aussitôt spaghettifié. Il est étiré dans l'espace, comme une nouille, par la gravité immensément puissante du trou noir. Et puisqu'on parle de gravité, si notre Soleil était remplacé par un trou noir de masse identique, la Terre et les autres planètes continueraient à orbiter de la même manière. La gravité ne changerait pas tout simplement parce qu'il s'agit d'un trou noir. Les scientifiques ont découvert deux types principaux de trous noirs. Les premiers portent le nom de trous noirs de masse stellaire, et ils sont généralement environ 5 à 50 fois plus lourds que notre Soleil. Le second type est constitué des trous noirs supermassifs, qui sont incroyablement énormes. Certains sont 1000 fois, voire plusieurs milliards de fois plus lourds que le Soleil. Il pourrait également exister des trous noirs de taille moyenne, d'un type intermédiaire, mais personne n'en a encore trouvé de manière certaine. Les trous noirs de masse stellaire peuvent se former lorsque deux étoiles à neutrons entrent en collision.
En outre, 2 petits trous noirs peuvent se joindre et en créer un plus grand. C'est une des façons dont les trous noirs se développent. Mais les trous noirs supermassifs restent un grand mystère. Les scientifiques ne savent pas exactement comment l'univers crée des objets si gigantesques. Il existe des communautés entières de petits organismes inhabituels qui vivent dans les lagons en Patagonie. Et ils sont parmi les premières formes de vie jamais existantes. Personne ne les connaissait jusqu'à ce que 2 scientifiques, Brian et Maria, aillent explorer certaines zones en Patagonie. La Patagonie occupe près de la moitié de l'Argentine, et peu de gens y vivent. Seulement quelques agriculteurs et éleveurs de moutons qui restent principalement près des rivières et cultivent des choses comme des pommes, des poires et de la luzerne. Il y a longtemps, c'était un endroit sauvage et lointain où vivaient des tribus indiennes. Par exemple, les Tehuelche. Mais cette fois, nous allons suivre les traces de formes de vie qui sont apparues bien avant les humains et regarder de plus près ces micro-organismes intéressants que Brian et Maria ont trouvés. Ces 2-là ont dû conduire pendant 9 heures sur des routes difficiles pour atteindre leur destination. Ils ont séjourné dans un petit village. Seulement 35 personnes y vivent. 6 Jane dépendent d'une seule source car il ne pleut presque jamais là-bas. Lors de la dernière nuit dans le village, Brian a réalisé que les images satellites qu'il avait prises montraient un ensemble de lagunes, qui n'étaient qu'à 16 km de distance. Le lendemain, la petite équipe a sauté dans une voiture et a remonté la route aussi loin qu'ils le pouvaient, jusqu'à ce que cela devienne trop difficile à conduire. Ils ont continué à randonner le reste du chemin. C'était difficile, car ils devaient porter de l'eau pour faire face au soleil intense. À certains endroits, ils ont fini par s'enfoncer jusqu'aux genoux dans une bouillie de sel. Là-haut, il y avait 12 lagons aux eaux parfaitement claires. Le lieu lui-même n'offrait pas grand-chose à part de l'eau très acide et salée et un soleil direct et intense. Mais c'était un peu comme un voyage dans le temps, car ces conditions ressemblaient à ce à quoi la Terre ressemblait il y a de nombreuses années. Lorsque Brian a examiné les lagunes, il a été surpris de voir de nombreux micro-organismes inhabituels là-bas. Nous les appelons, et ils sont si petits que nous ne pouvons même pas les voir sans un microscope. Mais ils se rassemblent et forment de grandes communautés. Dans le passé, de nombreuses espèces inhabituelles vivèrent de cette façon. Par exemple, les cyanobactéries. Elles étaient importantes à leur époque parce qu'elles produisaient de l'oxygène. La Terre, à ses débuts, n'avait pas beaucoup de ce gaz dans son atmosphère. Les premières stromatolites pourraient avoir été formées par différents types de bactéries qui ne produisirent pas nécessairement d'oxygène, mais vivèrent simplement leur vie paisible là-bas. Elles formèrent des couches, s'empilant les unes sur les autres, afin qu'au moins certaines d'entre elles puissent recevoir un peu de lumière solaire. Elles utilisaient du sable et des liquides collants pour rester proches les unes des autres. Brian était également incroyablement surpris car c'était dans la tête les plus grands stromatolites vivants qu'il ait jamais vus. Les stromatolites vivants poussent généralement jusqu'à plus de 1 mètre de haut. Mais ceux qui venaient d'être découverts étaient de 5 mètres de large et quelques pieds de haut, ce qui est gigantesque comparé à ceux vivant dans d'autres endroits. Et les fossiles étaient encore plus grands. Il y a longtemps, ils pouvaient devenir plus grands qu'aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres espèces qui pouvaient les manger ou leur nuire. De plus, il y a beaucoup d'autres organismes aujourd'hui qui peuvent se développer plus rapidement et de manière plus massive qu'eux et prendre leur place. C'est pourquoi les stromatolites ne peuvent survivre que dans de rares endroits où presque rien d'autre ne peut vivre. Comme dans ces lagunes très salées situées en haute altitude, plus de 3650 mètres, dans la puna de Atacama. Les stromatolites trouvés là-bas sont les plus célèbres, car ils pourraient être parmi les meilleurs exemples des premières formes de vie sur notre planète. Cependant, ils ne sont pas réellement la première forme de vie sur Terre. Les plus anciens de leurs fossiles ont 3,5 milliards d'années, alors que d'autres preuves que nous avons nous disent que la vie sur notre planète est apparue il y a environ 4,1 milliards d'années. Peut-être que certains stromatolites vivaient aussi à cette époque. Mais la Terre a beaucoup changé depuis lors, et les endroits où ils auraient pu vivre n'ont pas survécu. Tout cela peut ne pas sembler grand-chose à première vue, car personne n'a encore trouvé une bête exotique et étrange que notre monde n'a jamais vue auparavant. Mais ce sont des exemples notables de ce à quoi pourrait ressembler la recherche de vie ailleurs dans l'univers. Les scientifiques qui s'intéressent à l'étude de Mars viennent souvent dans cet endroit car il pourrait ressembler à ce à quoi la planète rouge ressemblait il y a très longtemps. Si des fossiles étaient cachés dans d'anciennes roches sur Mars, ils pourraient ressembler à ces stromatolites.
Un autre pays lointain a révélé certains de ses secrets. C'est l'Antarctique avec un ancien monde perdu trouvé sous sa glace. L'Antarctique n'a pas toujours été cette terre isolée et glaciale de neige et de glace. Autrefois, elle faisait partie du supercontinent Gondwana, avec ce qui est maintenant l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Australie, la péninsule arabique et le sous-continent indien. Mais à un certain moment, elle s'est séparée et a commencé à construire une vie à part. Elle s'est formée lorsque d'autres masses terrestres ont commencé à se déplacer, ce qui a formé sa côte. Mais l'Antarctique était également différent à bien d'autres égards à cette époque. C'était une terre recouverte de magnifiques forêts et de rivières pleines de vie. Les scientifiques ont utilisé des radars et des satellites pour explorer un monde mystérieux caché sous la glace là-bas. Cette ancienne terre, qui est proche de l'océan Indien, est aussi grande que l'État américain du Maryland ou la Belgique. Elle a plus de 14 millions d'années. Certaines études disent que cette zone s'est formée il y a plus de 34 millions d'années, bien avant que l'Antarctique ne tombe dans son grand gel. Au début, les températures y étaient plus élevées. Peut-être comme le temps en Patagonie ou les forêts pluviales tempérées froides de Tasmanie, Nouvelle-Zélande, ou peut-être même plus tropicales que cela. Mais alors que le climat devenait plus frais, de petits glaciers ont commencé à se former sur les collines près des rivières. Les vallées se sont enfoncées davantage à cause de toute cette glace qui les recouvrait. Et puis, les températures ont encore baissé. Et une énorme couche de glace a recouvert tout le continent, cachant ces anciens glaciers. Des rivières ont façonné ce monde perdu il y a longtemps, bien avant qu'il ne finisse par être recouvert de glace presque 3,2 km d'épaisseur à certains endroits. Des études scientifiques de cette région ont montré que ces paysages étaient remplis de hautes terres et de montagnes. La glace qui s'était formée sur l'Antarctique a rendu toute la région très froide, de sorte que le paysage ne pouvait plus s'éroder. Cela signifie que tout est resté essentiellement le même et intact sous la glace pendant des millions et des millions d'années. Ce qui est intéressant, c'est que nous en savons moins sur cette terre cachée sous la glace que sur la surface de Mars. Une façon de l'explorer davantage serait de forer ces calottes glaciaires pour vérifier les échantillons de sédiments en dessous. Il pourrait nous en dire plus sur la flore et la faune ancienne congelées en dessous. Ce n'est pas une nouvelle méthode. Une méthode similaire a été utilisée pour collecter des échantillons de 2 millions d'années au Groenland. L'Australie a aussi son monde secret. Des organismes anciens ont été trouvés cachés dans des roches provenant du nord du continent et datant d'environ 1,6 milliard d'années. Ces choses microscopiques font partie d'une famille appelée eucaryotes. Les membres de cette famille qui existent aujourd'hui comprennent les plantes, les champignons, les animaux et même ces minuscules organismes à une seule cellule, tels que les amibes. Tous les êtres vivants avec des noyaux dans leurs cellules, y compris nous, peuvent retracer leur arbre généalogique jusqu'à l'un des plus anciens membres de cette famille. Celui-ci est appelé le dernier ancêtre commun eucaryote, et il a vécu il y a plus d'1,2 milliard d'années. Ces organismes anciens étaient plus complexes et plus grands que les bactéries. Peut-être étaient-ils les premiers prédateurs sur Terre, chassant les bactéries. Regarde ça. Que fait ce cercle de glace parfaitement formé au milieu de cette rivière? Comment est-il apparu? Pour qu'un tel cercle se forme, les conditions doivent être très particulières. Voyons donc s'il est possible de simuler ces conditions chez soi. Les cercles de glace portent également le nom de disques de glace. Ils se forment dans les rivières, les lacs et les ruisseaux lorsque la glace s'accumule au centre de la masse d'eau déplacée par un tourbillon. En effet, les tourbillons suivent des trajectoires circulaires. Et en hiver, les cristaux s'accumulent souvent dans les eaux lentes. Ils forment alors des disques. Les courants ne permettent pas à ces disques de s'éloigner, ils les font tourner lentement sur place. Lorsqu'un cercle de glace tourne ainsi, il va heurter d'autres morceaux de glace et se voit comme poncé, jusqu'à se devenir parfaitement ronde. Il existe une autre façon de former de tels cercles. Lorsqu'une étendue d'eau est couverte de glace, le courant qui passe au-dessous peut en casser un morceau qu'il fera ensuite tourner jusqu'à ce qu'il prenne la forme d'un cercle. Ces disques peuvent être très grands, jusqu'à 15 mètres de diamètre. Les pénitents de neige sont un autre phénomène étonnant. Il s'agit de formations que l'on trouve à très haute altitude. Nombreuses et peu espacées, elles ressemblent à de longues et fines lames de neige ou de glace durcie qui pointent vers le soleil. Ces flèches poussent dans une région enneigée et glaciaire des Andes, à plus de 4000 mètres d'altitude. Certains pénitents ne mesurent que quelques centimètres de haut, tandis que d'autres peuvent atteindre 5 mètres, soit environ 3 hauteurs d'homme.
Ces structures se forment grâce à un processus appelé sublimation. Ce processus est un peu similaire à la fonte, mais dans ce cas, le soleil transforme directement la neige en vapeur, sans la faire fondre au préalable. En d'autres termes, la glace saute le stade liquide et passe de sa forme solide à sa forme gazeuse. Les zones courbes se réchauffent et se subliment plus rapidement que les autres, formant des bosses. C'est ainsi que naissent les pénitents, et c'est pourquoi ils sont penchés en direction du soleil. Et voici ce qu'on appelle une fleur de glace, n'est-ce pas joli? Ce phénomène porte également le nom de fleur de givre, ou encore ruban de glace. Tu peux faire ton choix. Je m'en tiendrai à fleur de glace. Elle se forme lorsque l'air s'est refroidi à des températures glaciales, mais que le sol n'a pas encore gelé. La sève contenue dans les tiges des plantes se dilate pendant la congélation. Cela provoque des fissures le long de la tige. L'eau est ensuite aspirée par ces fissures. Elle gèle au contact de l'air. Ce processus forme des couches de glace très fines qui ressemblent à des rubans ou à des pétales de glace. Le même phénomène se produit sur les plantes ligneuses. Mais dans ce cas, la glace est encore plus fine et ressemble davantage à des cheveux. Ces formations sont incroyablement délicates. Si tu veux voir des fleurs de glace, cherche-les tôt le matin dans les zones ombragées. Tu pourras trouver des fleurs de givre flottant à la surface d'un lac ou d'une mer récemment gelée. En 2009, une équipe de scientifiques de l'Université de Washington naviguait près du pôle Nord. C'est alors qu'ils ont découvert un vaste champ de ces jolies formations de glace. Mais le plus beau, c'est qu'en faisant fondre quelques-unes de ces fleurs, ils ont remarqué que l'eau contenait un nombre inhabituellement élevé de bactéries. Mais comment ces étonnantes formations apparaissent-elles? L'air doit être extrêmement froid, plus froid que la surface de l'océan, et très sec. Lorsque la différence est grande, la sécheresse de l'air fait remonter l'humidité de l'océan. L'air devient humide, mais seulement pour un temps. Le froid alourdit cette vapeur, et l'air cherchera alors à se débarrasser de tout ce poids. Ainsi, cristal par cristal, l'air se retransforme en glace, créant de délicates fleurs qui peuvent atteindre jusqu'à 7 cm de hauteur. L'océan fleurit littéralement. Les aiguilles de glace portent également de nombreux noms, dont colonnes de givre, franges de glace et Peep Cracks. Ce type de glace naît selon le même processus que pour les fleurs de givre. Mais dans ce cas, l'eau est aspirée à la surface du sol par détroits capillaires. Toute cette eau gèle en prenant l'aspect d'aiguilles. À première vue, ces formations ressemblent à des balles de foin, mais c'est de la neige. En fait, c'est une description assez exacte. Sais-tu comment on roule le foin en grosses boules? Eh bien, de la même manière que se forment ces rouleaux de neige. Le vent souffle sur un morceau de neige. À mesure qu'il roule, il amasse plus de neige et grossit. Les rouleaux sont généralement cylindriques et creux, car la toute première couche s'écaille souvent à mesure que le rouleau avance. Ces formations de neige peuvent atteindre jusqu'à 6 cm de diamètre. Elles se produisent lorsque les températures sont proches de la fonte et qu'il y a une couche de neige fraîche et poudreuse au sol. Et elle ne doit pas coller à la surface sur laquelle elle se trouve. N'oublie pas non plus le vent. Il doit être suffisamment fort pour faire rouler la neige, mais pas trop afin de ne pas l'abîmer. Des conditions plutôt précises, c'est pourquoi les rouleaux de neige sont si rares. Mais la glace n'est pas la seule à créer des choses magnifiques. Le feu est aussi très doué. Prends par exemple les cheveux de Pélée. Ces fils sont dorés et jolis, mais les toucher est très dangereux. Le vent attrape parfois de petites gouttelettes de lave provenant de volcans actifs. Ces gouttelettes sont transportées à des kilomètres du volcan et se voient étirées en fils de verre super fins, également appelés lave capillaire. Certains fils peuvent mesurer jusqu'à 2 mètres de long. Tu te sens bien au chaud? Eh bien, il est temps de se rafraîchir à nouveau. Le 19 mars 2018, les habitants de l'Alabama ont dû prendre leurs jambes à leur cou pour ne pas être frappés par d'énormes morceaux de glace tombant du ciel. C'était la célèbre tempête de grêle de l'Alabama qui a provoqué des millions de dollars de dégâts. Après l'orage, on avait l'impression que l'endroit avait été saccagé par des sauvages. Vitrines brisées, pare-brise défoncés, panneaux d'affichage détruits et trous dans les toits. Mais ce qui a vraiment enthousiasmé les chercheurs, c'est un grêlon trouvé près de la ville de Coleman. Ce monstre de la taille d'un ballon de foot mesurait plus de 13 cm de diamètre, un record pour l'État. Maintenant, regarde ces jolies bulles. Il s'agit de poches de méthane, un gaz hautement inflammable. Piégé sous l'eau, ce gaz forme des paysages psychédéliques et d'étonnants motifs.
typique des lacs de latitude nord, comme le lac Abraham en Alberta. Ces bulles apparaissent lorsque des restes d'animaux, de feuilles et de plantes tombent dans l'eau et sont consommés par les bactéries. Ces bactéries excrètent ensuite du méthane. Mais ne te laisse pas séduire par la beauté de ce phénomène. Au printemps, la glace fond et les bulles de méthane commencent à pétiller et à éclater de la manière la plus étonnante qui soit. Mais si tu allumes un feu à proximité, tout peut exploser. Imagine que tu surfes sur une vague parfaite et qu'elle se fige soudain. Cela fait froid dans le dos. Heureusement, ce genre de choses n'arrive pas dans la vie, n'est-ce pas? Faux. Il est possible de voir des vagues gelées en Antarctique. Ces vagues se produisent lorsque la glace est comprimée et que la pression toujours croissante en extrait les bulles d'air. Quant à cette belle couleur bleue, elle résulte de la fonte et de la recongélation de la glace. Et un bonus rien que pour toi, les chutes du Niagara gelées. En 2018, les légendaires chutes situées à la frontière entre l'État de New York et l'Ontario, au Canada, ont laissé tout le monde bouche bée. Les touristes qui arrivaient pour admirer les puissantes eaux rugissantes ont été stupéfaits de trouver les célèbres chutes gelées. Mais elles n'étaient pas vraiment gelées, c'est tout simplement impossible pour une masse d'eau aussi importante. Ce sont les gouttelettes microscopiques que projettent les chutes, ainsi que l'embrun qui avait formé comme une croûte de glace. Par conséquent, en regardant ce beau paysage, on pouvait croire qu'il était gelé. En réalité, l'eau continuait à couler. Elle était simplement cachée sous la glace. Voyons combien d'objets en forme de spirale tu vas pouvoir trouver autour de toi en ce moment. Je parie qu'il y en a plus que tu ne le penses. Une spirale est peut-être cachée dans les pétales de tes plantes d'intérieur. Une spirale se trouve probablement dans le coquillage que tu as rapporté de ta dernière sortie à la plage. Si aucun de ces objets ne figure dans ton environnement, va juste vers un miroir et tourne-toi un peu sur le côté. Au cas où tu ne l'aurais pas encore remarqué, même nos oreilles ont la forme d'une spirale. Pourquoi la nature semble-t-elle avoir une telle prédilection pour cette forme? De nombreuses théories tentent d'expliquer ce phénomène étrange. L'une d'entre elles est basée sur la séquence de Fibonacci. Au départ, ce mathématicien italien ne s'intéressait pas vraiment aux spirales. Il étudiait les lapins lorsqu'il a eu l'idée de cette théorie. Fibonacci a inventé une séquence pour résoudre un problème de croissance d'une population de lapins. Recréons son expérience. Si on place un couple de lapins dans un espace clos, combien de couples de lapins y trouvera-t-on au bout d'un an? Pour résoudre ce problème, Fibonacci a posé quelques conditions à son expérimentation théorique. Tous les lapins doivent naître par paire, un mâle et une femelle. De plus, les lapins peuvent commencer à se reproduire après un mois. Par ailleurs, chaque couple de lapins produit une paire de petits chaque mois. Et enfin, aucun des lapins ne meurt avant la fin de l'année. À partir de ces hypothèses, Fibonacci a établi la séquence suivante. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 et ainsi de suite. Les deux premiers nombres de la séquence, 1, 1, représentent le couple initial de lapins. Le nombre suivant, 2, représente le nombre de couples de lapins après le premier mois. Un couple de lapins de départ plus un couple de petits. Le quatrième chiffre, 3, correspond au nombre de couples après le deuxième mois. Deux couples des lapins initiaux plus un couple de descendants. Et ainsi de suite. Il s'est aperçu rapidement que sa série était constituée de chiffres dont chacun était la somme des deux précédents. De nombreux autres mathématiciens se sont penchés sur cette séquence au fil des années. Ils ont rapidement été surpris de découvrir que ce système se retrouvait dans de nombreuses structures naturelles, telles que la disposition des feuilles sur une tige et celle des graines sur un tournesol. Si tu ne comprends pas pourquoi il en est ainsi, prends une feuille de papier et un stylo. Ensemble, nous allons essayer de dessiner la spirale de Fibonacci. Tu devras commencer par un petit cercle au centre de ta feuille, puis dessiner des cercles plus grands autour, sans lever le stylo de la feuille, en utilisant les chiffres de la suite de Fibonacci. Par exemple, le premier cercle a une largeur de 0 unité, le deuxième cercle a une largeur de 1 unité, le troisième cercle de 1 unité, et ainsi de suite. Au fur et à mesure que nous ajoutons des cercles, ils s'emboîtent parfaitement les uns dans les autres pour former une spirale. La spirale devient de plus en plus grande, mais elle suit toujours le même modèle basé sur la séquence de Fibonacci. Un autre spiraliste célèbre s'appelait James Bell Pettigrew.
Ce naturaliste écossais était fasciné par le mystère des spirales qu'il remarquait presque partout dans la nature. Il les a étudiées à toutes les échelles, des nébuleuses géantes de l'espace aux minuscules molécules. Malgré ses recherches, il ne parvenait pas à comprendre l'origine de la spirale. Il était persuadé qu'il ne s'agissait pas d'un phénomène physique et que les organes des plantes et des animaux n'avaient pas seulement la forme d'une spirale, mais qu'ils fonctionnaient également de manière spiralée. Au centre de ses travaux sur cette forme unique se trouvait le cœur humain. Pettigrew pensait que la structure en spirale du cœur était le mystère de tous les mystères. Il estimait également que cette configuration était à l'origine des contractions musculaires et de la façon dont le sang semblait circuler dans nos cœurs. La raison pour laquelle la spirale semble être omniprésente est peut-être très simple, son efficacité. Prenons l'exemple du banal tournesol. Il a trouvé un moyen de présenter ses graines afin de les exposer au soleil de manière uniforme, sans perdre d'espace et sans être limité dans sa croissance. Les escaliers en colimaçon sont également un bon exemple. Ils sont tout simplement plus pratiques. Il est plus facile de les monter et ils prennent moins de place que les escaliers habituels. Nous sommes également plus enclins à remarquer cette forme que d'autres. En effet, une forme en spirale, ou ses proportions, est plus esthétique pour l'œil humain. C'est la raison pour laquelle les architectes d'intérieur, les artistes ou les illustrateurs utilisent souvent ces principes dans leur travail. Le symbole de la spirale est également le plus ancien que l'on trouve sur tous les continents civilisés. Certains historiens sont convaincus que, dans l'art asiatique, la spirale pourrait représenter le soleil car elle a été retrouvée sur des tuiles de toit datant de la dynastie Tang, près de l'ancienne ville de Chang'an. Les scientifiques supposent qu'il représente le cycle de la vie, la façon dont nous passons et renaissons d'une manière ou d'une autre. C'est probablement parce que dans certaines civilisations anciennes, les gens croyaient que le soleil naissait chaque jour, s'éteignait chaque nuit et renaissait le matin suivant. Tu as peut-être aussi remarqué que la spirale est un symbole associé à l'hypnose et à l'étourdissement. Il n'existe aucune preuve réelle que l'on puisse hypnotiser quelqu'un en lui faisant fixer une spirale pendant un certain temps. Mais ses effets sur notre capacité à nous concentrer et sur nos nerfs optiques sont évidents. Après avoir fixé une spirale en rotation pendant un certain temps, on remarque que les objets deviennent plus petits ou plus grands en fonction de la direction de la spirale. Il est facile de comprendre pourquoi certains ressentent cette sensation comme hypnotisante. L'une des caractéristiques les plus distinctives de l'ADN est sa forme en spirale. C'est ce qu'on appelle la double hélice. La double hélice se forme lorsque deux brins d'ADN s'enroulent l'un autour de l'autre, comme une échelle qui se forme en spirale. Cette forme est essentielle pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, la forme en spirale permet à l'ADN d'être compact et efficace. La double hélice peut contenir une grande quantité d'informations génétiques dans un minimum d'espace, ce qui permet aux cellules de stocker de vastes quantités de matériel génétique dans un périmètre restreint. Deuxièmement, la forme en spirale permet à l'ADN d'être flexible et de réagir aux changements de notre environnement. Comme la double hélice est composée de deux brins qui peuvent se déplacer l'un par rapport à l'autre, notre ADN peut changer de forme. Enfin, la forme en spirale de l'ADN lui permet d'interagir avec d'autres molécules dans la cellule. Prenons une vue d'ensemble. Je veux parler de la plus grande d'entre elles, celle des galaxies que l'on trouve dans notre univers. Elles ont également la forme d'une spirale en raison de leur rotation et de la présence de matière noire. Lorsque la galaxie tourne, les étoiles et les nuages de gaz qu'elle contient se déplacent de façon circulaire autour de son centre. Ce mouvement crée une forme de spirale car les étoiles et les nuages de gaz sont attirés vers le centre de tout le système. En outre, la présence de matière noire, qui est un type de substance qui n'interagit pas avec la lumière, crée des forces gravitationnelles qui contribuent à donner à la galaxie la forme d'une spirale. Mais il n'est pas nécessaire de chercher aussi loin pour comprendre l'importance des spirales. Ton tire-bouchon a lui aussi la forme d'une spirale, car il te permet d'ouvrir plus facilement la bouteille de vin. La vis que tu as plantée dans le mur pour accrocher un tableau est également en forme de spirale. Celle-ci lui confère une adhérence et une stabilité accrue. Tu as un carnet de notes sur ton bureau ? Ces pages sont peut-être maintenues ensemble par un fil métallique spiralé. Cela permet de feuilleter plus facilement le carnet sans en abîmer les pages. Même les cheveux peuvent avoir une forme bouclée. Plus ils sont bouclés, plus ils sont secs. Cela signifie que le sébum du cuir chevelu se dépose plus lentement sur la mèche, ce qui facilite l'entretien et le nettoyage.
Si tout cela t'a un peu tourné la tête, repose-toi, on a fait le tour du sujet.